Go! Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire. Merci d'être là avec nous, surtout parce que c'est les Canadiens qui jouent ce soir. Donc, je me présente. Je m'appelle Nana Momo. Je travaille à la Fédération québécoise d'athlétisme, bien sûr. Puis, je coordonne, entre autres, les compétitions, le calendrier des compétitions, mais aussi le dossier des entraîneurs. Donc, c'est pour ça qu'on m'a demandé d'être là ce soir. Puis, je vais aussi vous présenter nos invités. Mais avant ça, je vais juste vous mentionner que tout le monde est sur muet. Mais si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. On a un modérateur ici, c'est John Lofranco, qui va nous aider à trier les questions puis à les poser au bon moment. Pour les participants qui sont ici, qui sont anglophones, je vais faire un prochain message en anglais. So if you have any questions and you want to ask them in English, go ahead and ask them in English. I'll answer them in both languages, but the webinar will be in French tonight. And if you need any clarification, just type it in the chat and I'll try to get to it. Well, John will help me get to it when I can. So, je vous présente d'abord les invités du Club d'athlétisme de Québec, Christophe Carité et Patrick Derry. Donc, Christophe, je te laisse la parole. Merci de te présenter. Puis, vas-y. Bien, bonsoir à tout le monde. Donc, Christophe Carité, je suis entraîneur et administrateur au Club d'athlétisme de Québec depuis ses débuts. Donc, ça fait 17 ans que le club existe. Avant ça, j'ai fait de l'athlétisme dans le club de l'Université Laval. Donc, j'ai été athlète il y a très longtemps et j'ai aussi été administrateur et entraîneur. Donc, ça fait quelques années que je suis dans le milieu. Parfait. Et ton collègue Patrick Derry, alors Pat, vas-y. Bonjour, moi c'est Patrick Derry, donc je suis entraîneur et administrateur aussi au Club d'athlétisme de Québec, mais depuis beaucoup moins longtemps que Christophe. Ça fait 6 ans que je suis impliqué dans le Club d'athlétisme, de par les enfants qui ont commencé à faire de l'athlétisme et par la suite la passion qui a poursuivi. Je tiens à mentionner que Patrick est aussi athlète vétéran, aussi. maître lanceur. Et nos deux invités du Club d'athlétisme de l'Université de Laval, donc Sylvain Cloutier et Félix-Antoine Lapointe. Donc, Sylvain, je te laisse la parole. Oui, moi, j'étais avec le club comme entraîneur depuis 2011. Je me suis occupé du développement, du volet développement jusqu'en 2017. J'ai également occupé entraîneur du sport-études de 2016 à 2019. Puis maintenant, depuis 2019, je suis entraîneur-chef pour le club. Parfait. Et son collègue Félix-Antoine Lapointe. Oui, bonjour tout le monde. Donc, moi, je suis entraîneur-chef provincial à la Fédération québécoise d'athlétisme pour une 3e année. Puis, j'encadre les athlètes basés au centre provincial à Québec. Donc, je collabore avec Sylvain et toute l'équipe du ROUGR et du CEL. Et avant d'être employé de la Fédération pendant un peu plus de 8 ans, j'ai été entraîneur-chef pour le programme d'athlétisme à l'Université Laval. Parfait. Donc, juste avant que je commence, je ne veux pas oublier de mentionner que pour les entraîneurs certifiés, vous avez un point de développement professionnel pour ce soir. Donc, si vous avez fourni votre numéro PNCE, on va s'occuper de ça. Et puis, ça va être enregistré. Le webinaire sera enregistré. Donc, on va vous envoyer le lien dans les prochains jours. Donc, le but du webinaire ce soir, c'est de vous partager comment fonctionnent les deux clubs ici, le Club d'athlétisme de Québec et le Club d'athlétisme de l'Université de Laval. On trouve que c'est un bon partenariat qu'ils ont développé. Ils partagent, dans le fond, leurs connaissances. Ils font en sorte que les athlètes en développement, si on veut, ne perdent pas leur élan. Donc, ma première question, dans le fond, c'est j'aimerais savoir comment vos deux clubs sont structurés. Donc, Christophe et Patrick, peut-être Christophe étant le président, est-ce que tu peux me décrire un peu quelle est la mission de ton club, la vision de ton club et comment est structuré ton club? Oui, je vais juste corriger, je ne suis pas président. Hein. Je suis entraîneur-administrateur, mais je n'ai pas le droit d'être président. Donc, voilà. Comment on est structuré? En fait, on a pas mal évolué depuis les débuts parce que quand on a commencé, on avait entre 10 et 20 jeunes à l'année. Donc là, on mettait tout le monde ensemble. Comme on a grossi progressivement, on est rendu maintenant à un fonctionnement par catégorie d'âge. Donc, nous, on accueille les jeunes de 8 à
on dit de 8 à 17 ans, mais on a surtout de 8 à 13, on dira là, colibri, minime, benjamin. Donc, et puis un petit peu de cadet. Colibri minime s'entraîne en même temps et ont le même type d'entraînement. C'est un entraînement très général, on va dire. On fait un petit peu de conditionnement physique, on fait un petit peu de course et puis on fait passer toutes les épreuves techniques. Quand les jeunes arrivent benjamin, on commence à, j'aime pas le terme spécialisé, là, mais ils ont un petit peu plus d'options. Donc, la partie course, ils vont pas avoir le choix de faire ce qu'on leur propose, mais à chaque entraînement, on leur propose 2 épreuves techniques. Ça va être soit 2 lancers, soit 2 sauts, et là, on leur demande d'en choisir un. Donc, ils peuvent déjà commencer à choisir un petit peu ce qu'ils veulent faire. Et puis, quand on arrive au cadet et au juvénile, là, ils ont le choix autant de l'épreuve de course qu'ils veulent pratiquer que de l'épreuve technique qu'ils veulent pratiquer. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'ils n'ont pas le choix, par contre, de faire à la fois de la course et des épreuves techniques. Quelqu'un qui voudrait faire juste de la course, on va lui dire, malheureusement, alors on va te demander de faire un petit peu d'épreuves techniques quand même. Voilà, donc je ne sais pas si ça répond à la question. Ça répond très bien. J'aimerais juste souligner le fait que vos athlètes n'ont pas le choix, qu'à chaque séance, ils doivent pratiquer plusieurs épreuves. Puis est-ce qu'à chaque séance, ça change? Est-ce que ça peut changer pour chaque séance? Est-ce que... Oui, c'est une bonne question. Patrick, je ne sais pas si tu veux répondre pour celle-là. Vas-y, Patrick. Mais en fait, les planifications sont faites pour que, justement, il y ait un changement obligatoire après chaque séance ou chaque bloc de 2 séances. Donc, le jeune ne pourra pas toujours choisir d'avoir la même combinaison, par exemple, sprint et longueur. Donc, il va inévitablement aller vers le disque, vers le poids, vers le marteau, vers le javelot. Le but étant à un jeune âge d'être multi-épreuve ou de développer un peu toutes les épreuves de la connaissance de base. Et plus tard, dans son développement, le jeune ne va pas choisir ce qu'il veut. Excuse-moi, je prends des notes parce que... Non, c'est correct. Ouais. Et le but, c'est de faire connaître des épreuves des fois qui sont moins connues. Je prends, par exemple, le marteau. Moi, en étant jeune, j'ai pas eu la chance de toucher au marteau. C'est une épreuve qui est très intéressante pour quelqu'un qui lance. Mais si le jeune peut y toucher une fois, va peut-être aimer ça, c'est ce qui va l'accrocher dans l'athlétisme. Donc, c'est un peu notre logique de dire, on vous fait toucher un peu à tout et on se croise les doigts que les jeunes aiment ça et ils restent avec nous autres par la suite. Tout à fait. Donc, merci. Vas-y, si je peux compléter, c'est ça, juste pour être sûr. Généralement, c'est des séries de deux entraînements consécutifs avec les mêmes épreuves. OK, parfait. Oui, c'est ça. Oui, généralement, c'est comme ça qu'on fonctionne, autant pour les plus jeunes que pour les benjamins. Très bien, mais ça, c'est quelque chose de... En tout cas, moi, je n'ai jamais vu ça depuis 26 ans en athlétisme. Je n'ai jamais vu ça, fait que c'est très intéressant. Donc, je vous laisse, Sylvain, juste nous décrire comment ça fonctionne, votre club. Puis j'aimerais aussi que par la suite, Félix-Antoine, tu fasses le lien entre le fonctionnement de votre club de CAUL, puis comment, dans le fond, vous liez, dans le fond, au club d'athlétisme de Québec. Donc, Sylvain? Oui, dans le fond, nous autres, principalement, on a 4 volets. Le premier, c'est le sport-études. Donc, qui englobe les jeunes du secondaire qu'on est affiliés avec 3 écoles. On a un peu la même philosophie que le Club d'athlétisme de Québec pour le sport-études. Les secondaires 1-2, ça reste vraiment multi-épreuves. Ils n'ont pas le choix de toucher à toutes les épreuves. On fait un calendrier. Puis, ils doivent autant faire de la course, des sauts que des lancers. À partir de secondaire 3, voire 4, même à ça, ce n'est pas une spécialisation complète, là. Même mes demi-fondeurs en secondaire 4 et 5, ils vont avoir le choix d'au moins faire 1 à 2 épreuves par semaine dans une autre épreuve que la course. Donc, il faudra qu'ils sautent, il faudra qu'ils aillent faire du sprint. Donc, à chaque semaine, ils ont des épreuves techniques à faire en sport-études jusqu'en secondaire 5, malgré qu'il y a une certaine spécialisation en 4 et 5. Par la suite, on a le groupe de développement qui est un peu la continuité avec le Club d'athlétisme de Québec, donc qui couvre environ de 14-15 ans jusqu'à universitaire, donc 20 ans. Pour les plus jeunes, on essaie de rester général. On divise en 2 souvent, endurance et puissance. En puissance, ils touchent pas mal à toutes les épreuves de puissance quand ils sont en développement, même à 17, 18, 19 ans. Oui, ils sont plus spécialisés, mais ils continuent à faire de la longueur, des haies, même si c'est des sprinteurs. Puis pour le monde d'endurance, c'est Alex Bussière qui s'occupe présentement du développement, mais ils les envoient quand même en sprint une fois semaine pour développer leur technique de course, même aux haies, pour leur habileté. Donc,
jusqu'à 17-18 ans, ils vont continuer à toucher à ces épreuves-là quand même. Donc, il y a une entraide au niveau des entraîneurs, même au sein du groupe, pour qu'ils fassent toutes les épreuves. Sinon, après ça, il y a le groupe universitaire que la plupart connaissent et on a un groupe civil qui est les postes universitaires qui continuent à s'entraîner avec le groupe. Souvent, qui va être le groupe au centre provincial affixe beaucoup d'athlètes là. Ceux qui veulent continuer avec le groupe sont dans un groupe civil. Excellent. Mais merci Sylvain. Juste avant que je passe la parole à Félix-Antoine, j'aimerais juste souligner le fait qu'il y a beaucoup de thématiques ici qui reviennent dans les deux clubs. Donc, multi-épreuves. Donc, les athlètes en voie de développement font plusieurs épreuves et puis l'aspect d'entraide entre les entraîneurs. Donc, si on veut promouvoir cette atmosphère-là de chaque athlète doit toucher à plusieurs épreuves, et nécessairement, il faut que les entraîneurs travaillent ensemble. Fait que je vois dans le fond ces aspects-là dans les deux clubs. C'est très intéressant. Donc, Félix-Antoine, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer quelle est vraiment la nature du partenariat entre les deux clubs? Oui, on peut peut-être avoir une approche un petit peu historique. Là. Il y a une dizaine d'années, alors que j'étais au GR, on a voulu développer, pour faire croître l'athlétisme dans la région de Québec, un volet de développement puis un volet sport-études comme Sylvain vous a présenté, parce qu'avant ça, ce n'était pas en place. Puis il y avait déjà évidemment le Club d'athlétisme de Québec avec Christophe à l'époque qui faisait un bon travail en initiation dans la région. Donc, au fur et à mesure là, que le projet de fonder un groupe de développement puis un projet sport-études avec le CAUL a pris de l'ampleur, moi et Christophe, à l'époque, on s'était rencontrés puis on a discuté à savoir comment ces projets-là peuvent être complémentaires. T'sais. Rapidement, l'objectif, ce n'était pas d'avoir deux clubs en compétition dans la région, mais qu'on puisse travailler ensemble pour le bien des athlètes. Puis une des premières pistes qu'on avait mentionnées à l'époque, c'était que les jeunes athlètes en initiation, les benjamins, les minimes, ce ne serait pas le mandat du CAUL. On allait laisser cette spécialité-là au Club d'athlétisme de Québec. Puis que lorsque l'athlète arrive à une étape où il s'est initié à l'athlétisme, il est un peu plus vieux, il veut débuter un semblant de spécialisation, dépendant de son cheminement en juvénile ou en cadet, si l'athlète pense qu'à ce moment-là, les coachs et l'athlète pensent que la meilleure option, c'est de faire le saut au CAUL, à ce moment-là, il pourra le faire. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'athlètes du groupe de développement du CAUL qui ont fait leur début en athlétisme avec le Club d'athlétisme de Québec. Puis quand les entraîneurs du Club d'athlétisme de Québec pensent qu'ils sont à une étape où ce serait bien pour eux de faire le saut au CAUL, on communique ensemble. Là. Maintenant, c'est pas moi, là, mais bref, c'est les bases du partenariat qu'on a mis il y a une dizaine d'années. Puis après ça, les intervenants ont changé au CAUL, mais Christophe et son équipe continuent à collaborer les deux clubs ensemble. Excellent. Donc, on ne vous le cachera pas, le but du webinaire ce soir, c'est de montrer au club peut-être qu'il y a une autre manière de fonctionner. Puis, je veux savoir, Félix-Antoine, ou bien quiconque peut me répondre, là, ce que je comprends, c'est qu'il y a une entente formelle entre les deux clubs. Dans le fond, parce que vous ne voulez pas de chicane, entre guillemets, vous voulez vraiment que tout soit, dans le fond, mis au clair. Pour n'importe quel club ou n'importe quelle région qui souhaite développer une telle structure, penseriez-vous qu'une entente formelle, c'est vraiment la manière à débuter? Peut-être que Christophe pourrait être bon pour répondre à la question comme il est là depuis les débuts. Là. Mais moi, j'insisterais juste sur le fait que la première rencontre qu'on a eue à l'époque, moi et Christophe, c'est de dire comment on peut être partenaire et non en compétition les uns avec les autres. Puis à partir de ça, en ayant les deux une bonne volonté, les deux organisations, on a développé un partenariat qui fonctionne bien. Donc, ça devrait partir avec un esprit ouvert, dans le fond, une ouverture. Christophe, est-ce que tu aimerais… Oui, si je peux compléter, c'était l'idée entre guillemets, de se répartir les clientèles. Comme on dit, là, pour éviter la compétition, à tel âge, ils vont à un endroit, à un autre âge, ils vont à un autre endroit. Puis, il y avait une catégorie qui était un peu charnière, c'était les cadets. Parce qu'on estime que, même quand ils débutent, ils peuvent aller débuter dans le CAUL s'ils le souhaitent, mais ils peuvent aussi débuter avec nous s'ils le souhaitent. Mais en principe, tout ce qui est benjamin et plus jeune, sauf les sports-études, il y a l'exception des sports-études, c'est effectivement plutôt nous qui les récupérons, si j'ose dire. Je pense qu'il y a un point qui est important là-dedans aussi, c'est une question de ressources. Moi, je pense que pour des plus jeunes,
Il n'y a pas besoin d'avoir des installations fantastiques puis des entraîneurs super qualifiés. Donc, nous, c'est un choix qu'on a fait. On dit on fait des entraînements en gymnase. On n'a pas précisé, mais on s'entraîne en gymnase. Et puis, on a des entraîneurs qui débutent aussi, qui commencent leur carrière, qui vont peut-être aussi faire un transfert à un moment donné. Et puis, donc, les jeunes, quand ils sont plus âgés, puis que là, il y a une espèce de... Ils ont montré un intérêt ou qu'il y a une spécialisation, etc., là, ils vont avoir des conditions d'entraînement qui vont être plus intéressantes. Donc, ça, c'est un point intéressant, à mon avis, à souligner. Donc, ceci m'amène à ma première question existentielle pour la soirée. Est-il possible pour un club à changer pour le mieux? C'est-à-dire un club, dans le fond, qui a peut-être une volonté, le désir de vouloir former le plus d'athlètes que possible, mais qui n'a pas de ressources. Est-il possible pour un club de vraiment s'arrêter, réfléchir et changer de voie, si on veut? Oui, mais j'ai dit, je t'ai averti, c'est une question existentielle, pas difficile c'est pas facile à répondre. Ben, oui. Moi, je pense que oui, je peux commencer. Faut juste cibler, avec les entraîneurs, je pense, puis le conseil d'administration, nos forces, nos faiblesses, qu'est-ce qu'on peut offrir aux athlètes. Rendu à un certain niveau, si on n'a pas les installations et tous les services qui viennent pour offrir un bon service à un athlète de haut niveau, ou si on a ces services-là, mais c'est de focusser sur nos forces, puis peut-être faire une entente avec un autre club que les forces, c'est un autre autre catégorie d'athlètes. Puis il faut toujours penser à l'athlète et non au coach. Ce n'est pas d'avoir plusieurs athlètes dans plusieurs catégories, c'est peut-être pas avantager les athlètes. Peut-être c'est prendre un pas de recul. Qu'est-ce qui est mieux pour l'athlète que j'ai, que mon bassin, mais avec les services que j'offre, c'est quoi qui serait mieux pour telle clientèle? Puis après ça, voir avec les autres clubs qui ont d'autres services qui pourraient prendre d'autres athlètes. Donc, Michel Parent, bonsoir Michel, il pose la question, la relation avec le monde, désolé, je vais juste, parce que je trouve que c'est une bonne question. Oui, dans le fond, on peut discuter de ça, Michel, à la fin. Dans le fond, il veut savoir comment développer la relation avec le milieu scolaire afin de détecter le talent. Puis, on peut peut-être trouver une manière un peu plus... Oui, je pense que oui, on peut y répondre plus tard en soirée. Donc, j'aimerais maintenant parler du modèle de développement à long terme de l'athlète et puis comment le PNCE avait changé pour un peu plus s'arrimer à ce modèle-là. Donc, on sait tous, le DLTA, c'est très important. C'est pour respecter, dans le fond, le cheminement naturel et graduel en termes de croissance du talent de l'athlète pour pas qu'il se spécialise trop tôt. Donc, corrige-moi si je me trompe, mais tout le monde ici, on croit profondément dans le DLTA, puis ouais. Oui, oui. Parfait. Donc, Patrick, oui, vas-y, Christophe. Si je peux ajouter, ça arrive, j'allais dire souvent, non, régulièrement, de temps en temps, qu'il y ait des parents qui nous disent on propose un entraînement par semaine pour les colibris, les minimes. Et puis, on a des parents qui nous disent moi, j'aimerais qu'ils fassent plus d'athlétisme. La réponse que je leur donne tout le temps, c'est faites un autre sport. C'est pas besoin de faire plus de fois d'athlétisme à 8-9 ans, là, mais fais plusieurs sports différents. Puis plus tard, après, oui, tu vas commencer à faire plus d'entraînement. C'est bon. Mais je pense qu'on est vraiment là-dedans, là, puis sans hésitation. L'approche multi-épreuve, Patrick, je vois que toi aussi, tu y crois beaucoup. J'y crois, puis je la fais vivre au quotidien par les jeunes. Le but, puis tantôt, Sylvain, il parlait de focuser sur nos forces. La force, une des forces qu'on a, c'est de l'accrocher le jeune, puis d'être passionné, puis de le faire aimer plusieurs épreuves. Donc, si je le fais courir, je le fais lancer, je le fais sauter, inévitablement, il va s'accrocher à l'athlétisme, il va revenir. Dans 1 an, dans 2 ans, il va s'en aller, pour nous, dans la région de Québec, il va s'en aller vers le CEL, il va participer à l'équipe régionale, donc il va progresser. Mais le but, nous autres, c'est qu'on l'accroche, qu'il ait du plaisir, puis qu'il se développe en tant que jeune athlète dans un monde en santé. Fait que, oui, moi, je finis toujours mes entraînements avec mes jeunes ces temps-ci, parce qu'on en a quelques-uns. C'est OK, cette semaine, écoute, go, gang, on va faire du vélo, on va jouer au soccer dehors, on fait quelque chose d'autre, mais on bouge, on reste actif. Puis ça les amène à se développer. Puis c'est super intéressant pour le jeune.
Parce que oui, il y a des manières de faire de l'athlétisme, mais il y a aussi des manières d'être actif. Là. Dans le fond, c'est l'aspect ludique, monde d'athlétisme, puis les mettre ensemble. Accrocher ensemble. Ouais. C'est ça. Mais je ne sais pas s'il y en a un parmi vous qui aurait coaché dans une ville non universitaire. Je ne sais pas si Christophe, je sais que ça fait longtemps, là, mais... Ben, moi, j'ai fait ça en France. OK. Est-ce que tu Alors, c'est quand même autre chose. Est-ce que tu avais la même approche en France, dans le fond, cette approche-là de... Dans le fond, moi, je veux savoir, ou bien il y a un participant qui veut savoir, est-ce que cette approche peut fonctionner hors d'un bassin universitaire? S'il y a 2 clubs qui existent, ou bien parce que c'est ça qui va peut-être être compliqué dans un milieu non universitaire ou dans un milieu plus où il y a un bassin de population un peu moins important. Nous, ce qui fonctionne bien, c'est que le bassin est relativement gros et puis que il y a possibilité de faire cette succession-là dans un milieu plus où il y a moins de monde. Moi, je te dirais, mon expérience en France, c'était un petit peu le même fonctionnement. Il y avait des groupes de développement pour les plus jeunes. Il y avait des groupes, des entraîneurs qui s'occupaient des 12-13 ans, puis des entraîneurs pour les 14-15. Et puis après, les jeunes passaient d'un groupe à l'autre. Mais ça se faisait à l'intérieur d'un même club. À l'intérieur d'un même club. À l'intérieur d'un même club, ça peut fonctionner aussi. Là. Ouais. Donc, c'est Olivier Lavoie qui aurait posé la question. Olivier, je sais qu'il connaît très bien le système français aussi, étant ancien athlète. Donc, je sais qu'en France, dans le fond, vos clubs sont supportés par les villes, oui. Vos clubs sont très, très larges. Les interclubs, c'est quelque chose qui est, en tout cas, fait. Dans le fond, pour répondre à la question d'Olivier, je pense que toi, tu veux dire que ça prend vraiment plus la volonté au sein d'un club, que ça part à partir de la bonne volonté du club pour avoir les ressources en place. Oui, mais je pense vraiment aussi que c'est une approche par âge qu'il faut adopter. C'est ça qui va permettre d'avoir une progression. Mais bon. Oui. Oui. Puis est-ce que le DLTA, dans le fond, il y en a qui pensent que ça s'arrête à 16 ans. Puis moi, j'aimerais que Félix-Antoine y réponde à cette question-là. Est-ce que la question du DLTA, dans le fond, est-ce que ça te... Je ne sais pas, moi, tu comprends ma question, Félix-Antoine? Oui, je comprends. Puis je vais même faire un retour sur ce qu'on vient de discuter. Tu sais, je pense que c'est important aussi d'essayer de, quand on met en place un modèle avec différents groupes au sein d'une structure de club ou de plusieurs clubs, comme on fait à Québec, c'est important de ne pas tricher cette structure-là parce qu'il y a un jeune athlète de talent ou un jeune athlète que ses parents ont la volonté qu'il fasse plus d'athlétisme plus tôt. Là. Je me souviens de quelques cas où on avait des athlètes benjamins d'un bon niveau dans la région, puis les parents me téléphonaient quand ils étaient au Club d'athlétisme de Québec. Bon, il vient de remporter un championnat provincial, est-ce qu'il peut faire le saut avec le CEL? On verra l'an prochain, il est encore jeune. Il faut être certain que ce qui se passe sur le terrain suit les principes qu'on veut mettre en place et qu'on pense qui est bon pour l'athlète. Puis au même titre, avec les plus vieux, maintenant, mon groupe est plus orienté au niveau. S'il y a un bon juvénile dans une structure de développement au CEL, je ne vais pas lui dire viens dans mon groupe au centre provincial. Il n'est pas rendu là dans son cheminement. Donc, je pense que si on a des groupes qui répondent bien au stade de développement en fonction du DLTA de différents groupes d'âge, différentes catégories d'athlètes, il faut juste les respecter. Même quand ça peut être un peu embêtant, déchirant, puis l'athlète performe ou l'athlète veut passer au prochain niveau, il faut prendre conscience de qu'est-ce qui est le mieux pour lui à long terme. Peut-être qu'à court terme, le Benjamin, si on le monte d'un groupe ou le juvénile, il va progresser un petit peu plus, mais c'est pas ça qui va être le mieux pour lui à long terme. Fait que je pense que c'est ça le défi, de respecter les structures qu'on se met en place, puis pas juste penser à est-ce qu'il va faire un meilleur record personnel à 12, 13, 14, 15 ans, mais qu'est-ce qui est le mieux pour lui sur le long terme. Ceci m'amène à te poser la question. Le même parent te demande, là, maintenant que mon athlète, je ne sais pas moi, mon U16, dans le fond, s'entraîne maintenant avec Alex Bussière, puis mon U16 veut également se mettre dans le même groupe qu'Olivier Desmeules. Qu'est-ce que tu lui dis? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que tu... Je vais dire, dans la mesure où on pense que la structure qu'il y a en place est bonne, on va y expliquer pourquoi est-ce qu'il est à la bonne place en ce moment. Il est mieux d'être avec des jeunes de son âge pour l'aspect social, d'avoir du plaisir, de ne pas l'entraîner à 16 ans avec des adultes qui ne sont pas rendus à la même étape. Peut-être qu'avec le groupe de développement, il va avoir encore un cheminement qui est un petit peu plus général. Il va travailler autant sa vitesse, son agilité, faire des haies, alors qu'un athlète
senior, mature, spécialisé dans une épreuve, ne fait pas le même type de programme d'entraînement. OK, fait que c'est de pas... Dans le fond, ce que j'entends, c'est qu'il ne faut jamais oublier, dans le fond, que le DLTA doit s'inscrire dans ton programme d'entraînement, peu importe le niveau de talent de ton athlète. Est-ce que j'ai pu bien comprendre ça? Oui, c'est pas rendre service à un athlète de talent de lui faire sauter trop d'étapes. La majorité des cas où c'est ce qui se passe, ben, l'athlète il va finir par décrocher. La journée qui ne progressera plus, la journée qui va avoir moins de plaisir à faire le sport. Gardez en tête que l'athlétisme, c'est un sport de développement à long terme. C'est pas ton niveau à 14, 15, 16 ans qui va déterminer si tu vas avoir du succès international comme adulte. Si tu prends du plaisir à faire ça, que tu progresses saison après saison, que tu es dans un environnement où c'est plaisant, ben, tu as des bonnes bases, là. Parfait. Moi, si je peux compléter, c'est ça, je pense que c'est ça qu'il faudrait répondre aux parents, c'est dire, OK, est-ce que tu veux que ton fils ou ta fille il soit bon à 16 ans ou est-ce que tu veux qu'il soit bon à 20 et 25 ans? Puis, si tu veux qu'il soit bon à 20 25 ans, ben, il n'y a pas à brûler d'étapes, il faut vraiment que ce soit graduel et puis progressif. Oui. Très bien. Là, je vais vous poser une question difficile, Patrick et Christophe. Qu'est-ce qui arrive là? Si un coach au sein du Club d'athlétisme de Québec aimerait, je ne sais pas, par exemple, suivre la formation niveau performance pour pouvoir, si vous voyez, le niveau performance, là, on parle ici de au moins athlète U18, niveau national, sinon international. Est-ce que vous lui suggérez de suivre la formation ou est-ce que, dans le fond, ça serait des connaissances qui peuvent bien s'appliquer à tes groupes d'entraînement? Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Patrick, tu veux répondre? Je dirais aller chercher des acquis par des formations, c'est toujours intéressant. Le but après, c'est de le ramener dans la situation qui va être intéressante pour l'athlète. C'est le fun de parler d'une planification pour des athlètes de performance. C'est le fun en tant qu'entraîneur. Oui, ça va me permettre d'avoir plus de connaissances, de me développer. Mais quand je reviens avec mes petits colibris, il faut que ça reste plaisant. Fait que oui, je vais faire des jeux de course, puis je vais faire des jeux de vitesse, puis je vais trouver des moyens ludiques de faire des lancers. Donc, tu sais, d'un côté, je peux apprendre, mais il faut toujours que je le ramène à mon milieu par la suite. Que tu vulgarises dans le fond. Faut que tu vulgarises, mais il faut que tu l'adaptes aussi. Je peux suivre une formation avec Félix-Antoine et ça va être très pertinent pour des athlètes, tu l'as dit, U18, des U20, donc on est dans quelque chose de beaucoup plus avancé. C'est fun. Je sais que mon athlète peut aller là un jour, mais il faut que je me ramène quand même dans ma logique de développement à long terme et dire au début, je veux quoi? Moi, dans ma mission, c'est je les initie, ils ont du plaisir, je les accroche, ils aiment faire de l'athlétisme, je leur donne des bonnes bases pour qu'après ça, ils puissent se développer. Donc, puis Christophe, il a toujours prôné qu'on suit des formations. Il disait au début, nous faire de l'initiation, tu as des entraîneurs qui sont moins formés, mais tous nos entraîneurs ont suivi des formations du PNCE. Au moins, l'entraîneur sportif, l'entraîneur de club pour certains. Donc, ils peuvent avoir cette connaissance-là. Mais ultimement, ils vont coacher du minime, du colibri, puis ils vont ramener ça à la base. OK. Donc, je vous pose la question parce que, je veux juste que ça soit clair que c'est pas parce qu'on coach des U16, des U14, des U12 qu'il ne faut pas aller chercher les connaissances. Est-ce que j'ai pu comprendre ça? Oui. Tout à fait. C'est exactement ça. OK. Donc, je veux, pour les clubs ou les gens ici qui se posent la question, est-ce que ça serait une bonne chose si je commence à me spécialiser ou si je commence à trouver des ressources en entraîneur pour agrandir mes groupes? Mais c'est pas une bonne chose c'est pas une mauvaise chose que l'entraîneur veuille s'approfondir ou se perfectionner. C'est pas une mauvaise chose. Mais ce qui est important, c'est que l'entraîneur sache vulgariser puis de s'adapter selon le contexte de coaching. C'est ça? Oui. Oui, vas-y. Oui, moi j'ajouterais aussi, c'est intéressant que l'entraîneur soit polyvalent le plus possible. Polyvalent, OK. Donc, qu'il soit capable de coacher les courses, les sauts, les lancers. OK. Idéalement, parce que on n'a pas un petit peu là pour les épreuves techniques, mais on essaye le moins possible que les entraîneurs soient spécialisés. Les entraîneurs, ils doivent être capables de prendre n'importe quel athlète à n'importe quel moment pour n'importe quelle épreuve. Oui. Ça, c'est l'objectif final. Bon, c'est pas nécessairement, ça fonctionne pas toujours comme ça, mais je te dirais que cette année, on est pas mal obligé de faire comme ça, là. Avec un petit groupe de 8 qui tourne, là, oui, non, mais
les entraîneurs, là, ils n'auront pas le choix de passer partout, là, puis de présenter toutes les épreuves. Donc, ça va être assez intéressant aussi, ça. Fait que ma deuxième question existentielle, pour un entraîneur qui est dans le fond sur un certain élan, c'est-à-dire, moi, je suis un nouvel entraîneur, je cherche des connaissances, je suis affamée. Là, du coup, les capacités de mon athlète et les objectifs de mon athlète me dépassent. Comment je fais, moi, comme entraîneur, pour constater que l'athlète est prêt et que moi, je dois prendre un recul? Quelle est la réflexion qui doit arriver? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a plusieurs choses. Si tu rends compte que ton athlète, au niveau de la progression, tu vas peut-être voir un plateau à atteindre. Au niveau des connaissances techniques, si tu es rendu à toujours donner les mêmes rétroactions vers l'athlète, puis tu es rendu à un seuil où je sais que je regarde un lanceur, par exemple, là, je lui ai donné tout ce que je peux lui donner en tant que terme, que dynamique, mais rendu à un stade où je vais dire, pour corriger plus finement, ça va prendre quelqu'un de plus spécialisé. Okay. C'est là que je vais m'en virer puis que je vais dire, puis Félix-Antoine me disait, l'entraîneur va regarder avec l'athlète, puis OK, tu es rendu à faire la passation vers un groupe plus avancé. Donc, ça peut être un groupe avancé. Dans notre cas, nous, ça va être, tu es prêt à faire la passation vers le CEL, autant que ce soit un jeune qui s'en va vers le sport-études ou un jeune qui va vers le développement. Okay. Mais c'est vraiment de... Puis c'est très... Il faut être focusé sur le besoin de l'athlète. Ce n'est pas mon besoin, moi, en tant qu'entraîneur. C'est l'athlète, qu'est-ce qu'il a besoin pour s'améliorer encore plus. Mais c'est pas facile pour un entraîneur de mettre de côté son ego et dire « Allez, mon enfant ». C'est toujours plaisant de les voir performer dans les couleurs des autres. Nous, on les voit performer, au lieu d'être en bleu, ils performent en rouge à la fin. Mais c'est toujours plaisant de les voir performer. Là. Olivier Desmeules, Christophe l'a coaché. Puis, c'est plaisant de le voir couvrir. C'est pas grâce à moi qu'il est rendu où il est. Si je peux me permettre, c'est un travail d'équipe, tu sais. Puis peut-être que si, dans le cas de l'exemple d'Olivier, il n'y avait pas eu une bonne formation multi-épreuve puis qu'il n'y avait pas eu une expérience positive avec le Club d'athlétisme de Québec, peut-être qu'il n'aurait pas continué l'athlétisme, il n'aurait pas fait le saut au développement, puis après universitaire, puis groupe du centre provincial. Fait que, tu sais, il ne faut pas sous-estimer l'importance du travail d'initiation et développement. Puis des fois, une des choses qu'il faudrait améliorer, c'est peut-être plus le reconnaître aussi, là, dans le sens que si un athlète a du succès, il ne faut pas juste que ce soit le club ou l'entraîneur avec lequel il est actuellement, mais d'être capable de dire si Olivier a du succès aujourd'hui, c'est en partie parce qu'il a été bien formé au Club d'athlétisme de Québec. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on améliore en athlétisme au Québec puis au Canada. Puis tantôt, l'exemple de la question que tu as posée, Nana, à savoir comment est-ce qu'on vit ça comme coach si on se rend compte que l'athlète a progressé puis il est rendu à une autre étape. Des fois, là, juste pour mettre en lumière qu'il ne faut pas sous-estimer les habiletés et les compétences des clubs d'initiation. Dans bien des cas, Patrick ou Christophe, ils seraient capables de continuer de leur donner tout ce qu'ils ont besoin pour progresser, mais c'est qu'ils n'ont pas nécessairement le contexte puis la mission pour ça, dans le sens où s'ils se disent qu'en termes d'installation et autres, l'athlète est rendu à une étape de passer dans une autre structure, ils ont l'humilité de le faire, alors qu'ils auraient les compétences là, pour l'amener au niveau supérieur. Il ne faut pas penser que c'est parce qu'ils n'ont pas les compétences, loin de là. Mais moi, pour compléter là-dessus, je dirais que ce qui facilite les choses pour nous, c'est qu'il y a une espèce de systématisme. Dans la mesure où on a fixé des âges, nous les jeunes, là, quand ils sont Benjamin deuxième année, à la réinscription, on l'écrit systématiquement. N'oubliez pas que vous pouvez aller dans le CAUL. Donc après, ça devient un choix de l'athlète, de la famille, etc. Donc nous, ça facilite un petit peu les choses. Il y a peut-être un peu moins de déchirement parce que, je veux dire, il est rendu à un âge où il peut aller, s'il le souhaite, continuer dans le CAUL. On en a certains qui font le pas tout de suite, on en a d'autres qui restent un petit peu avec nous puis qui vont faire le pas l'année d'après, mais c'est offert. Donc, ça fait partie de notre fonctionnement, puis c'est pas, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est pas un gros questionnement existentiel à chaque fois, de dire, oh mon Dieu, est-ce que celui-là, je le garde, est-ce que celui-là, je l'envoie? Non, ils ont la possibilité de le faire. Ils veulent rester, on est ravis. Ils partent, on est très heureux pour eux aussi. C'est bon. C'est parce qu'ils se rendent bonne main. Donc, j'ai entendu le mot humilité. Il faut être humble. Ego, il faut savoir comment mettre son ego de côté. Puis Christophe t'a dit, je pense que Christophe, systématisme, le isme à la fin me dit que c'est un français qui a dit. C'est toi qui l'as dit, systématisme? J'ai jamais entendu ce mot-là. Mais voilà, il faut que ça soit systématique parce qu'il faut que ça vienne comme une seconde parfait. Sylvain, est-ce que tu aimerais renchérir parce que je vais changer de sujet? Ouais.
Ben, tu sais, là, on a parlé beaucoup de la passation du Club d'athlétisme de Québec puis lui de l'Université Laval, mais c'est la même chose pour le groupe de développement vers universitaire. Dès qu'ils rentrent à l'université, s'ils ont les performances pour faire partie du Rouge et Or, ben, c'est comme une satisfaction pour l'entraîneur qui a réussi à emmener l'athlète jusqu'à ce niveau-là. Donc, tout ce que Christophe et Félix ont dit, c'est le même principe pour le développement jusqu'au universitaire, puis peut-être universitaire jusqu'au groupe du centre provincial aussi, là. Donc, faut plus voir ça comme, en tant qu'entraîneur de développement, comme ta paie est que tes athlètes aient passé plus haut. Ouais. C'est vraiment une réussite en tant que coach de le laisser partir et non de le voir comme une défaite, là. Très bien. Là, je vais passer à la question du mentorat. Il y a beaucoup de clubs qui sont là ce soir qui n'ont pas les ressources, qui n'ont pas assez d'entraîneurs, qui n'ont peut-être pas assez de matériel pour avoir une approche multi-épreuve. Donc, je sais que vous, non seulement les athlètes vont progresser d'un club à l'autre, mais je sais qu'il y a beaucoup de mentorat informel, mais mentorat quand même, qui se passe entre vos deux clubs. Donc, est-ce que, je lance la question ouvertement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait répondre à ça? Comment est-ce que le mentorat figure dans votre mode de fonctionner? Ben, je vais donner deux cas de figure, si tu me permets, Nana. Le premier, je me rappelle, il y a quelques années, on avait approché, je pense que c'était Simon Louis XVI qui était là, qui était entraîneur pour les lancer. Il avait demandé de venir, candidement, il est venu un week-end là, dans un de nos entraîneurs, un dimanche matin, je me souviens bien, faire une clinique, 1 heure avec nos athlètes, nos entraîneurs. Ouais, juste pour leur donner la base. C'est cette ouverture-là qui est intéressante, de pouvoir se parler puis d'échanger entre nous. Ça, c'est une chose qui est faite de façon informelle aussi. On le fait sur les pistes d'athlétisme parce qu'on se croise régulièrement. Sylvain et Félix-Antoine, à l'époque, on se croisait sur les pistes quand il y avait des compétitions à Québec. Et l'autre cas de figure que j'aimerais, mais c'est avec Mélanie Blouin, qui est entraîneur au niveau du saut à la perche. C'est la seule épreuve qu'on n'est pas capable de donner au Club d'athlétisme de Québec parce qu'on n'a pas de butoir, on n'a pas de perche, etc. Mais on a fait une approche avec le Club d'athlétisme de l'Université Laval. Puis une fois par année, Mélanie vient avec quelques perches, fait essayer la perche à des jeunes avec des éducatifs de base. Donc, tu sais, quelque chose de très plaisant puis très ludique à la base, juste pour initier, pour les faire découvrir, avoir la sensation. Et ça permet après ça, par la suite, de créer des groupes mixtes. Donc, des athlètes du Club d'athlétisme de Québec qui vont aller s'entraîner à la perche avec Mélanie à l'Université Laval, moyennant, ils payent leur coût d'inscription, etc. Donc, on est capable de faire ce partenariat-là. Mais s'il n'y a pas d'ouverture du Club d'athlétisme de l'Université Laval, le monde, nos jeunes n'auront jamais touché à la perche. Puis, il y a 3, 4, 5 athlètes qui vont faire de la perche maintenant à Québec, qui ne faisaient pas ça avant. Donc, tu sais, c'est ce genre d'échange-là qui est très, très intéressant, là. Donc, un club qui est un peu orphelin, qui est un peu comme laissé à lui-même, est-ce que quelqu'un aimerait répondre, est-ce que tu penses que l'entraîneur, le seul entraîneur, parce qu'il y a beaucoup de clubs qui sont comme ça, pour avoir cette approche multi-épreuve, est-ce que tu penses que le mentorat peut l'aider? Si oui, c'est quoi les astuces que tu lui donnerais afin de trouver un mentor puis d'incorporer ce système de mentorat à ses entraînements? En fait, je vais poser la question à Sylvain parce que c'est lui qui a le moins parlé. Oui, ça peut fonctionner. Puis si tu es plus en région, c'est d'aller chercher ça m'est arrivé souvent de répondre à des personnes de région pour les aider. Même, il y a des clubs qui nous ont emprunté du matériel pour faire de l'initiation en région. Donc, c'est d'utiliser leur contact. Puis je pense que tout le monde dans l'athlétisme est de bonne foi pour aider puis servir des autres groupes, des autres clubs pour offrir ce qu'on a un peu plus de difficultés à offrir dans certaines épreuves. Donc, on vous encourage d'avoir cette approche multi-épreuve avec vos athlètes. Puis si vous n'avez pas les ressources pour l'offrir, mais il y a des clubs comme le CAUL, il y a des clubs à Montréal, il y a des clubs à Sherbrooke qui sont prêts à vous aider, vous les entraîneurs. Si jamais, fait que Bernard Dubois. Bernard, c'est un peu rare, là, mais je ne vous connais pas. Donc, vous êtes intéressé à la question du mentorat, je suis vraiment contente.
Si jamais tu as des questions pertinentes, tu peux les poser maintenant. Sinon, tu peux m'écrire par la suite. John, est-ce que tu peux mettre mon adresse courriel dans le chat? Oh non, je ne sais pas. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait donner un exemple de comment le mentorat peut aider un entraîneur qui a besoin d'aide, qui cherche des ressources? Félix-Antoine étant un entraîneur expérimenté, récemment, Félix-Antoine, je sais que toi, tu es présentement mentoré, dans le fond, par, je pense que c'est un physiologue, non? Physiologiste, oui. Ouais. Ben, dans le fond, là, c'est qu'à tous les niveaux, que ce soit de l'initiation, développement, haute performance, l'entraîneur, il va toujours être meilleur s'il y a des ressources sur lesquelles il peut compter, des gens qui peuvent l'aider, poser des questions, remettre en question, aider à être meilleur, dans le fond. Fait que, si on est capable d'avoir... Puis ça n'a pas toujours besoin d'être formel. Hein. Ça peut simplement être d'être en lien avec quelques coachs à travers la province, qui dans certains cas peuvent avoir une situation similaire à la tienne, dans certains cas peuvent avoir plus d'expérience, puis juste d'avoir cette ressource-là à qui tu peux poser des questions à l'occasion, ça n'a pas toujours besoin d'être compliqué, mais au lieu de... ça va t'éviter d'entrer dans un pattern, excusez-moi l'anglicisme, où tu vas faire toujours la même chose. T'sais. Donc là, à un moment donné, tu vas te poser la question, pourquoi je fais faire ce type de programme-là à mon athlète? Puis si tu as quelqu'un qui te la pose la question, qui te dit, pourquoi tu ne fais pas faire ça à la place? Ben là, tu vas réfléchir, puis peut-être que tu ne changeras pas ta décision, mais tu vas être meilleur dans une certaine mesure parce que tu vas t'être posé la question, puis tu vas être capable d'expliquer pourquoi tu as pris cette décision-là. T'sais. Donc, je pense que c'est vraiment travail d'équipe, avoir des ressources, puis ne voyez pas ça comme quelque chose de compliqué à mettre en place. Ça peut juste être un petit réseau informel de 3-4 coachs de villes différentes au Québec, puis une fois ou deux par mois, là, on se fait un Zoom, puis on échange comment ça va dans nos milieux respectifs, puis on apprend les uns des autres. Fait que ça peut être aussi simple que ça. Parfait. Là, Bernard, échanger par téléphone avec d'autres coachs, oui, ça peut être ça. Je sais qu'on a tous découvert Zoom la dernière année, donc oui, c'est un bon point. Donc là, depuis le début, on a parlé du fait que c'est très important de respecter le modèle de développement à long terme de l'athlète. Puis on a amené des exemples de comment vos deux clubs, vous le respectez, que ce soit dans les athlètes en développement ou les athlètes développés. Vous le respectez quand même. On a aussi parlé de comment les clubs, si on veut, travaillent pour ne pas arrêter le train là, en mouvement qui est l'athlète, que l'entraîneur c'est mieux que l'entraîneur soit plutôt une station là, plutôt que vraiment un passager. En tout cas, c'est moi qui viens d'inventer cette analogie-là. Je résume parce que je veux, dans le fond, ouvrir le plancher aux questions. J'espère que dans le fond, ça a suscité de l'intérêt, ça a créé beaucoup de réflexion, d'autoréflexion. Parce que sinon, on va finir avec, dans le fond, l'importance, dans le fond, de l'autoréflexion chez un entraîneur. Donc, s'il n'y a pas de questions, parfait. Tu avais une question tantôt dans le chat de M. Parent qui voulait savoir comment détecter le talent scolaire. Puis ça, c'est intéressant comme question. On m'a ramené à l'ordre. Non, écoute, je veux juste bien répondre. C'est intéressant. Comment détecter le talent scolaire? Nous autres, ce qu'on a fait au Club d'athlétisme de Québec, puis c'est dans notre mission, Félix-Antoine a dit, nous, on est là pour accrocher les jeunes dans la région de Québec, on fait découvrir l'athlétisme, on développe ça. Tranquillement vite, on crée un bassin d'athlètes. Et comment qu'on l'a fait? Nous, on a pris entente avec le RSEQ et on organise des compétitions pour le RSEQ, pour le primaire. Donc, tu as 300, 400, 500 jeunes que tu vas faire toucher l'athlétisme une première fois. Donc, ça devient intéressant en formalisant ce genre de partenariat-là. Ça nous permet d'aller chercher, faire découvrir l'athlétisme à plusieurs jeunes et les jeunes découvrent l'athlétisme, découvrent le club d'athlétisme en même temps. Donc, on est capable de voir les jeunes qui ont un certain talent par rapport à ça, mais les jeunes qui sont intéressés surtout parce qu'on est à bas âge, on est à 8, 9, 10, 11 ans. Là, donc, on veut aller chercher des jeunes qui sont intéressés à ça. Donc, c'est un moyen qui est très intéressant. Puis, ça permet de faire aussi le pont avec le milieu scolaire, qui est un milieu qui est fantastique pour développer l'athlétisme. Est-ce que tous les clubs peuvent faire la même chose? Un club à Bécomo, un club, je sais pas moi, un club dans le bas du fleuve, est-ce que tout le monde peut? Comment est-ce que tu as fait pour avoir une entente avec le RSEQ? Ça, c'est Christophe qui va pouvoir répondre. OK. Est-ce que c'est avec les profs en éducation physique? Non, c'était vraiment plus avec l'association régionale.
Ah, OK. Donc, parce que quand je travaillais dans le Rouge et Or, on organisait des compétitions scolaires pour le secondaire. OK. Et puis, bon, de fil en aiguille, à un moment donné, il y a eu le projet de faire des compétitions scolaires pour le primaire. Donc, OK. à ce moment-là, comme nous, on était à part, on a dit, regarde, nous, le primaire, on est intéressé, ça correspond à l'âge dont on s'occupe et tout ça. Donc, on a proposé une formule de compétition, multi-épreuve, encore. Et Comme pentathlon. en fait, ils font un sprint, un demi-fond, un saut, un lancer. Et pour chaque groupe d'épreuves, ils ont le choix entre 2 épreuves. Donc, le RSEQ a embarqué, le RSEQ régional a embarqué. Et puis, la première année, on a eu 120 jeunes. Et puis, les dernières années, quand on pouvait encore faire des compétitions, on était rendu proche de 400. Donc, est-ce que ça, dans le fond, c'est le pourquoi que le CAC a autant d'athlètes à cause de votre relation avec le scolaire? Est-ce que vous pensez que c'est une... Non, je pense pas nécessairement, parce que là, c'est régional. Donc, on a des jeunes de Baie-Saint-Paul, on a des jeunes de la Beauce, on a des jeunes de partout qui viennent. Donc, des jeunes de la région de Québec, je te dirais, c'est quasiment plus les jeunes de notre club qui profitent de cette compétition-là pour en faire une de plus. D'accord. Donc, mais on a aussi régulièrement, on a 1 ou 2 jeunes qui ont fait cette compétition-là avant d'entrer chez nous. On le voit aussi, là. Mais c'est pas ça qui fait qu'on a grossi, là, je pense. D'accord. Merci, Michel, pour la question. Donc, le pourquoi que je voulais parler de l'autoréflexion, c'est parce que souvent, chez l'entraîneur, c'est très difficile à constater là où on est. Puis là, je vous parle comme athlète, comme entraîneur et comme employé de la RQA. C'est très difficile à faire une auto-réflexion, à dire, mais moi, j'ai cette capacité, mais je n'ai pas cette habileté. Donc, j'aimerais que, à la fois, vous nous parlez de l'importance d'être humble, l'importance de savoir où tu es dans l'espace, dans la vie, par rapport à ton athlète, et puis en quoi ça peut nuire à un athlète. Ensuite, ainsi de suite. Est-ce que tu aimerais comment? Parce que c'est très important, puis souvent, dans le fond, c'est notre attitude qui va soit faire, si on veut, avancer un athlète ou soit stopper un athlète. Donc, j'aimerais, je ne sais pas si Christophe ou quelqu'un aimerait commencer, si vous avez besoin d'un moment pour réfléchir. Non, mais je ne sais pas si je vais répondre à ta question, mais moi, les choses qui me paraissent importantes, c'est d'abord de bien définir qu'est-ce qui est important quand tu débutes un athlète. Donc, les bases là, qui sont indispensables, je dirais. Moi, je pense que quand on débute, puis c'est ce que je dis aussi aux coachs qui débutent, là, c'est n'allez pas dans le détail, essayez de trouver les 2-3 choses importantes là, qui sont essentielles, puis c'est ça qu'on va travailler. Donc, ne pas vouloir tout travailler, dire on travaille quelques points importants et puis on se concentre là-dessus. Puis donc, ça va donner les bases. Après, comme l'athlète il va cheminer, si celui qui veut continuer va cheminer, le reste va être travaillé plus tard. Mais donc, travailler des bases. Et puis, d'être capable de bien identifier c'est quoi les choses qui sont importantes finalement. Là. Ça va être ça le travail. Sylvain? Oui, mais je peux continuer ce Christophe, c'est mettre l'athlète au centre. C'est les besoins de l'athlète et non les besoins de l'entraîneur. Là. Donc, pour choisir son groupe, c'est vraiment qu'est-ce que mon athlète a de besoin, s'il cadre bien dans mon groupe, s'il est rendu à un autre niveau parce que tu n'as pas les services pour l'accompagner. Puis là, ce n'est pas juste avoir une piste, mais c'est avoir tous les services quand il est rendu à un certain niveau. Préparation physique, préparation mentale, toutes les récupérations, nutrition, c'est peut-être le temps de le laisser avec ou s'entourer d'autres spécialistes là, ou aller avec un autre entraîneur dans une structure peut-être qui ont ces services-là. Là. Donc, c'est vraiment mettre l'athlète au centre de tes préoccupations et non puis mettre l'entraîneur un peu de côté là, pour favoriser le développement de l'athlète. Là. Patrick? Puis moi, je vais renchérir sur ce que Sylvain dit, parce qu'à là, tout est là, tout est vrai, puis on acquiert ça. Puis l'autre chose qui est importante, c'est savoir qu'est-ce que je veux, moi, comme entraîneur aujourd'hui, en mai 2021.
bon, moi, je suis un entraîneur, je vais avoir du plaisir en allant coacher 2 fois par semaine, 1 fois par semaine, je vais accrocher des jeunes. Donc, moi, je suis capable d'avoir des buts. Je sais ce que je veux faire comme entraîneur aujourd'hui en tant qu'entraîneur qui a un groupe d'initiation puis un petit peu de développement. C'est la zone qu'on va couvrir dans notre mission. Je sais qu'est-ce que je vais faire le matin. Je ne m'en vais pas entraîner un champion demain matin. Je veux accrocher quelqu'un qui va peut-être être champion dans 10 ans, dans 20 ans. Okay. Mais moi, mon but, c'est je veux qu'il parte, puis je veux qu'il parte avec un sourire, puis je veux qu'il soit content d'en revenir la semaine prochaine. Tu sais, j'ai ma zone. Après ça, on parlait de compétition avant que tout le monde soit là ce soir. Puis on disait, écoute, quand il va y avoir des compétitions, moi, leur faire goûter à leur première compétition, je trouve ça très, très, très intéressant. Mais c'est la satisfaction que je vais aller chercher aujourd'hui. La journée que le jeune va être accroché, va être mordu, je ne veux pas me disperser. C'est là que je vais mettre les freins, mettre l'athlète au centre de ma réflexion, puis je vais aller le pousser vers quelqu'un d'autre. Parfait. Félix-Antoine? Ben, je continuerai sur ce que Patrick a dit, dans le sens où c'est très, très difficile pour un même entraîneur en même temps de faire de l'initiation avec des tout-petits, du développement avec des adolescents, du haut niveau avec des adultes. Dans la majorité des cas, si on disperse nos énergies à vouloir tout faire en même temps, ben au mieux, on va être moyen partout. Hein? Peut-être accepter d'avoir un créneau dans lequel on cadre bien, avec une structure qui va nous épauler, un club, puis de bien faire dans un volet en particulier. Puis ça n'empêche pas sur le moyen long terme qu'au même titre où l'athlète évolue, peut-être qu'un coach qui commence à travailler avec un volet initiation, qui prend de l'expérience, qui s'améliore, puis qui, lui, est à une étape où il se dit moi, j'ai envie de travailler avec des athlètes un petit peu plus vieux, ça me motiverait, ça me stimulerait. Il n'y a rien qui empêche qu'à un moment donné, le coach change de groupe aussi. Il ne faut pas voir un coach d'initiation comme être un coach d'initiation toute sa carrière. Ça aussi, ça peut changer en autant que ce ne soit pas à tout prix pour suivre un athlète. Puis là, se retrouver à avoir plein de réalités différentes en même temps. Puis là, tu reviens dans la situation où, à vouloir tout faire en même temps, tu te retrouves un peu moyen partout. Mais il faut juste garder en tête, être dans un contexte d'environnement, d'intervention autant que possible, être efficace dans ce qu'on fait, en gardant en tête que selon les opportunités puis ce qui nous motive, il n'y a rien qui empêche de changer avec le temps. Donc, pour résumer, il faut mettre l'athlète au centre. Donc, l'athlète étant au centre, il faut que nous, comme entraîneurs, qu'on sache qui on est, qu'est-ce qu'on veut. Aujourd'hui, que ce soit même aujourd'hui ou dans 5 ans. Il faut que l'entraîneur sache où il est, qui il est. Puis, il faut par la suite que l'entraîneur sache, dans le fond, aussi dans quel contexte il coach l'athlète, puis essaie d'être le mieux qu'il peut dans ce contexte-là pour ne pas s'éparpiller. Parce qu'on ne veut pas être moyennement bon dans toutes les épreuves. On veut être vraiment bon dans ce qu'on aime faire et pour que ça ne soit pas 1000 choses. Et puis aussi, il ne faut pas vraiment se focusser sur les détails parce que c'est dans les détails qu'on risque de se perdre. Il faut, pour essayer de déguiser nos pensées puis notre approche vers l'athlète, il faut cibler une ou deux choses et bien les faire et pas focuser sur les détails. Est-ce que j'ai bien résumé ça? Oui, puis on ne dira jamais assez là, que chez les jeunes athlètes, l'important, c'est qu'il y ait du plaisir. Ils ont beau être super performants, s'ils n'ont pas de plaisir, ils vont décrocher, puis on ne les verra pas dans les étapes suivantes de leur carrière. Puis c'est une des choses que je pense Patrick, Christophe et toute leur équipe font bien. En étant initiés à l'athlétisme, les jeunes aiment ça, puis ils ont envie de continuer sur le long terme. Puis c'est pas trop un focus sur performer à court terme. T'sais. De donner le goût de faire de l'athlétisme, d'aimer ça. Comme Patrick dit, il a envie de revenir à la prochaine pratique la semaine d'après. Ben, ça, c'est un bon point de départ quand tu travailles avec des jeunes en initiation-développement. Parfait. Je vais demander à Christophe de parler maintenant, juste donner un avis à un club qui se retrouve parmi d'autres clubs qui cherchent peut-être à changer son mode de fonctionner. C'est un petit club, environ une vingtaine d'athlètes, 1 ou 2 entraîneurs qui a accès à des ressources matérielles. Qu'est-ce que tu suggères au club pour offrir des meilleurs services à ces jeunes athlètes U18, U16, U14, U12? Écoute, une ou 2 astuces, dans le fond, pour bien partir. Pour bien débuter un club? Oui,
Pour bien, non, c'est un club qui est déjà installé, qui aimerait maintenant, à partir de ce soir, peut-être songer à changer sa manière de fonctionner. Dans le fond, ils n'ont pas beaucoup d'entraîneurs, peut-être un ou deux. Ils n'ont pas maintenant une approche multi-épreuve, mais ça semble être intéressant. Ben, je te dirais, je pense que la première chose, c'est d'aller chercher un minimum comment dirais-je, de compétences techniques avant de vouloir aller entraîner des épreuves que tu n'as jamais entraînées. Il faut que tu aies un petit peu une idée de ce que c'est cette épreuve-là. Puis après, ben, comme je disais, c'est quoi les 2-3 points clés qu'il va falloir que l'athlète maîtrise correctement. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est ça. Je sais que j'ai des stagiaires donc, du baccalauréat en intervention sportive. Et puis, à chaque fois, on leur dit, c'est souvent la difficulté qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas les connaissances techniques pour les épreuves techniques. Moi, je leur dis, approfondis les connaissances techniques, essaye de comprendre un petit peu l'épreuve. Et puis après, essaye de la faire pratiquer aux jeunes, mais en focalisant sur 2-3 choses simplement. Puis donc, si jamais l'entraîneur, le même club, là, si jamais il y a un athlète qui se démarque, c'est une question de Bernard Dubois, il y a un athlète qui se démarque au sein du club, qu'est-ce qu'on fait là, demain, lundi soir à l'entraînement? Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut l'aider? C'est une bonne question. En sachant qu'il n'y a qu'un entraîneur ou 2 entraîneurs. Ce qui est souvent le cas. Oui. J'avoue que, bon, nous... Oui. On pourrait prendre un cas qu'on a eu au club. Là. On a déjà eu des athlètes là, qui étaient, mettons, 1 ou 2 ans ou 3 ans d'expérience et qui en voulaient plus, qui voulaient en manger, mais qui n'étaient pas encore rendus au stade de faire la transition entre nos 2 clubs. Dans ça, des fois, c'est peut-être de prévoir un petit quelque chose de plus pour cet athlète-là pour que, encore là, il se sente stimulé, puis intéressé, puis accroché. Je me rappelle que Christophe a déjà donné des entraînements particuliers à un athlète ou 2 athlètes qui en voulaient un peu plus. Ah, t'en veux un peu plus? OK, le soir chez toi, un mercredi soir ou un mardi soir, tu pourrais essayer ça. Ça peut être intéressant d'aller chercher juste le petit plus qui accroche ton athlète, qui fait que tu restes concentré sur ton groupe, mais que lui aussi, tu l'accroches un peu avec quelque chose qui est stimulant pour lui, qui est aussi dans la logique de son développement. Je n'irais pas donner à un athlète de 12 ans de faire un gros entraînement de musculation avec des charges excessives, mais je peux donner quelque chose qui va le stimuler. Et de cette façon-là, ça peut permettre de le garder. Encore là, c'est toujours le but. Capter le jeune, le garder, l'aider à se développer à long terme. Et si vraiment il se démarque trop du groupe, ça nous est déjà arrivé en début d'année. Sylvain va s'en rappeler, il y a peut-être 3 ans, on a eu un certain Nadia Krabchi. Il était super bon avec nous autres, puis ça faisait 2 mois. Après 2 mois, on l'a pris, puis on lui dit, écoute, il faut que tu en ailles là. T'es déjà rendu à ce stade-là. Donc, c'est peut-être de faire cet arrêt-là, puis de regarder c'est quoi la prochaine étape pour mon athlète. Donc, là, on avait parlé d'un club qui n'est pas en région. Dans le fond, l'exemple que Christophe avait, un club qui n'est pas en région, qui a peut-être accès à d'autres ressources avec 1 ou 2 entraîneurs, une vingtaine d'athlètes, qu'on va demander au coach de peut-être chercher d'autres ressources en éducation, dans le fond, pour pouvoir approfondir ses connaissances multi-épreuves. Puis si jamais il y a un athlète dans son groupe qui se démarque, mais c'est d'abord d'essayer de le stimuler avec des petits extras, mais sinon, ultimement, de penser à le faire progresser envers un autre club. Puis là, maintenant, on va parler d'un club en région. Donc, Sylvain ou Félix-Antoine, c'est un club en région là, qui a peut-être plus qu'un entraîneur, peut-être 4 ou 5, qui est comme tous les athlètes de la région parce que c'est le seul et unique club, mais qui n'a pas vraiment cette approche multi-épreuve en manque de ressources matérielles, éducation des entraîneurs. Qu'est-ce que tu leur suggères? Par où commencer? Moi, pour les stimuler, c'est de donner un peu plus. Sinon, je reviendrai sur le point du mentorat. L'entraîneur peut aller chercher un mentor dans un autre groupe, Québec, Sherbrooke, Montréal, pour l'aider. Je l'ai fait dernièrement avec Joey, puis un lanceur de région. Il a son athlète dit il plafonne, mais je ne sais plus quoi. Fait il m'a demandé, je l'ai mis en contact avec Joey. Puis c'est un peu, il donne les feedbacks un peu au coach à distance pour le stimuler, quelques exercices, puis en même temps, ça motive l'athlète parce qu'il y a de quoi de nouveau, mais qui respecte quand même la progression d'un secondaire 4 ou d'un secondaire 5. Là. Donc, c'est d'aller chercher de l'aide. Je pense en mentorat, je pense que c'est la meilleure solution pour les personnes en région.
puis de se former le mieux possible, sans oublier, sans passer d'étape non plus. Là. Souvent, c'est facile pour un secondaire 3-4 qui s'est développé plus tôt, d'y donner des entraînements d'universitaires ou d'adultes. Fait qu'il faut faire attention, mais quand on leur en donne plus, mais c'est vraiment y aller progressivement aussi. Donc, Félix-Antoine, peut-être tu peux répondre à la question de Raphaël qui a trait à la surspécialisation hâtive. Un athlète U16, dans le fond, qu'on veut lui donner plus d'affaires pour qu'il reste stimulé parce qu'il est en train de dépasser son groupe. Comment est-ce que nous, comme entraîneurs, on doit juger que c'est une progression qui est bonne pour l'athlète et non pas une tendance vers la fatigue ou la surspécialisation? Quels sont les signes, dans le fond, qu'on pousse trop l'athlète plutôt que... Je pense qu'il faut faire attention avec ce qu'on vient de dire, dans le sens où passer à un groupe ou à une étape supérieure, faut qu'il y ait l'âge aussi, pas seulement le talent. Hein? Puis c'est ce qu'on disait plus tôt, qu'un athlète ait du succès et qu'il soit plus performant que ses coéquipiers à l'entraînement. Ça peut être une bonne chose. Là. Ce qu'il faut faire attention, c'est pas qu'il tombe dans une situation où il va être pas assez stimulé. Donc, il faut trouver l'équilibre entre le garder motivé, le garder stimulé, mais pas en faire trop ou trop tôt non plus. Dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, c'est pas une bonne raison parce que tu as un Benjamin que son parent lui dit hey, il est performant, mon jeune, je veux qu'il passe au niveau supérieur. Ben, il ne faut pas trop lui en donner seulement sur le fait qu'il fait des bonnes performances ou sur le fait que les parents veulent l'amener à un groupe supérieur. Il y a peut-être des solutions qu'on peut trouver, à savoir, est-ce qu'une fois par semaine ou une fois par 2 semaines, il ne peut pas faire un entraînement avec le groupe de plus vieux, mais faire un petit peu moins de répétitions ou à une intensité adaptée à lui, mais il garde son groupe de son âge pour l'aspect social avec qui il travaille le reste de la semaine. Fait que, tu sais, il faut avoir une capacité de voir au cas par cas pour garder l'athlète motivé, mais en évitant une surspécialisation. Il ne faut pas que sous prétexte de le garder motivé, on lui en fasse faire trop, parce que là, c'est sur le moyen terme que sa motivation va baisser. Ça va juste être une solution temporaire. OK. Donc, à court terme, un des premiers signes, dans le fond, qu'on peut remarquer, là, qu'on n'a peut-être pas fait la bonne chose, c'est que la motivation baisse, dans le fond. Comment est-ce que nous, comme entraîneurs, on peut virer le bord et dire « Ah, c'est pas la bonne décision, tu vas retourner à ton ancien groupe. » Est-ce que c'est une baisse de motivation ou est-ce que c'est une baisse de performance? Ça peut être les deux. Il faut trouver l'équilibre. Hein, lui permettre à l'athlète de bien performer, de progresser, de s'améliorer, mais en ayant du plaisir. Ça, je pense que c'est important. Puis, il faut faire attention à placer l'athlète avec un groupe beaucoup plus vieux que lui. Là, parce que là, ça peut peut-être marcher sur le court terme, mais peut-être que l'aspect social, si tu as un 13 ans qui s'entraîne avec des 17, je ne suis pas sûr qu'il va autant aimer ça. Là. OK. Très bien. Moi, j'ajouterais aussi que finalement, quelque chose qui va aider, mais c'est sûr qu'il faut que ça ait été fait avant, mais on parlait de ne pas spécialiser trop vite les jeunes. Si le jeune continue jusque cadet, juvénile à faire un peu de course puis un peu d'épreuves techniques, s'il se débrouille très très bien en course, par exemple, tu peux très bien le challenger sur les épreuves techniques qui sont peut-être un petit peu moins faciles pour lui, mais dire, là, moi, j'aimerais que tu progresses un petit peu là-dessus, puis on va travailler ça un petit peu plus. Donc, il va continuer sa progression normale, régulière sur l'épreuve dans laquelle il a des bonnes aptitudes, mais on va le stimuler par les autres épreuves. Puis on sait que, à moyen terme, ces épreuves-là vont sans doute disparaître, il ne les fera plus, mais il aura gardé sa motivation d'une autre manière. Oui, je comprends. On a réussi à le stimuler, mais pas le surspécialiser. Oui, je comprends. Oui, c'est ça. Je comprends. Donc, les questions, on laisse dans le fond la période de questions ouverte. Sinon, moi, j'aimerais remercier nos invités. J'aimerais aussi juste souligner le fait que le but, encore une fois, le but du webinaire était de vraiment juste susciter l'intérêt, de vous peut-être montrer une autre manière de fonctionner. Ça ne nécessite pas des gros changements. On a parlé du mentorat informel. On a parlé de la recherche des connaissances, qu'elles soient formelles ou informelles, de par le PNT ou le mentorat. Le prêt d'équipement, dans le fond, le CAUL le fait souvent. Dans le fond, les ententes formelles entre les deux clubs pour être sûr que la mission et les valeurs soient connues dès le départ. On peut même avoir des ententes informelles. On a vu ça récemment entre certains clubs à Montréal. Donc, il y a beaucoup de manières, dans le fond, à changer légèrement vos habitudes pour avoir un grand impact positif sur vos athlètes. Donc, thank you, Patty. Patty, you had no questions, but thank you very much for being here.
Donc, si je vais continuer à parler un peu, non, c'est pas vrai, je ne vais pas continuer à parler juste pour parler. If there are no more questions, si vous n'avez plus de questions, je vous propose nos invités conclure le webinaire, à moins que vous avez d'autres choses à dire. Si l'athlète, Sabrina, allô Sabrina, si l'athlète est en train de mouvement, est un train en mouvement, l'entraîneur est plus une station qu'un passager. Elle a aimé mon analogie, c'est ça qu'elle voulait dire. Elle voulait me féliciter. Et avec une phrase très longue qui m'a fait parler pour très longtemps. Donc, merci Sam. Merci beaucoup à nos panélistes. John est en train d'écrire, mais OK. Merci Raphaël. Donc, merci John. On va clore le webinaire. Déjà que j'ai perdu ma voix. Merci à tout le monde. Merci, bonne soirée.